Nous accueillons Weyes Blood. Elle est californienne. En dehors de la scène, elle répond au nom de Nathalie Mering. Weyes Blood étant un clin d'œil à Weyes Blood, premier roman de l'écrivaine Flannery O'Connor, figure du Thousand Gothic. Faulkner ou Tennessee Williams sont des auteurs phares de ce genre. Stephen King, avec La ligne verte, la conjuration des imbéciles, fait partie de cette famille-là aussi. Une forme de surréalisme avec beaucoup d'humour et de grotesque mêlé à une dose de fantastique. Weyes Blood vient de sortir un troisième album, Front Row, Seat to Earth. Au premier rang pour regarder la Terre, que contemplez-vous et sur quoi recommandez-vous de porter le regard, Weyes Blood? So you're in the front row seat to Earth, and what are you seeing, and what should we stare at? When I'm staring? Yeah. On the cover? Yeah, when you're... No, just like metaphorically, I would say. What am I staring at? Like metaphorically on the cover? Or yeah, because you say your front row seat to Earth. Oh, so I see. You're I guess front row seat to Earth as a concept is referring to the idea of kind of being divorced from the reality of the Earth and being somebody who kind of lives in a bubble where you can only witness the global activities that are happening in front of you as if they were theater. So you're kind of slightly divorced from the emotion of planetary events and things that are happening around you. It's kind of like being comfortable behind your computer screen and just reading about things that are happening versus realizing that it's really right in front of you. Alors en fait, c'est un moment où il y a une forme de divorce avec la réalité. Ça permet de vivre dans une bulle, d'avoir une vision globale des choses et d'avoir, de pas ressentir les émotions qui seraient très terre à terre. Et d'avoir cette vue globale sur les événements qui se passent sur Terre, un peu comme si on est derrière un écran d'ordinateur, mais qu'on n'a pas un sens très fort de la réalité. Vous avez reçu une éducation chrétienne, vous dites croire en un christianisme ésotérique New Age. Est-ce que, selon vous, croire en Dieu est le dernier moyen de faire perdurer une relation amoureuse? Comment chanter l'amour et le pardon quand la notion de couple et du mariage sont de plus en plus révolues dans la durée de nos jours? So you said you received a Christian education, and you say you also believe in sort of arcane New Age Christianity. Do you think that? So there are several questions actually. So the first one is: do you believe that believing in God is the last way to have, let's say, a long-term relationship, whatever that means in general? And do you think that singing about love, about forgiveness, when the notion of a couple, of marriage are kind of over today, at least in the long haul, is it difficult? How can you do that? Well, no, I don't believe that believing in God is the only way to have a relationship with an eternal energy. I think everybody's different. The reason that I've still maintained a relationship with more esoteric, more New Age forms of Christianity is because symbolically, being somebody who is raised that way, it's something that I actually relate to the most versus trying to adopt something like Buddhism, which makes me feel a little bit more like a cultural imperialist because I'm a Westerner. So it's strange as a Westerner to adopt Eastern things, even though I do like to incorporate everything kind of under my umbrella, under the umbrella cosmology I've invented for myself. But everybody's different. And atheism is actually, something of a relief for some people. So I can't argue that using the terminology God is the only way to feel holistic about your being. And in terms of a relationship and forgiveness, I think that, you're kind of always in that space of having to forgive people for being free. Humans kind of don't really understand that everybody has free will. And if somebody needs to make a choice, if you truly love them, your love will set them free. And if you feel possessive and like you can't let go, the emotion you're experiencing is not pure love. Oui, donc il y a toute une symbolique autour de Dieu et de la chrétienté, du fait en fait qu'elle a été élevée dans cet environnement. Et que cet environnement, c'est le plus proche qu'elle ait connu. Et elle ne va pas aller chercher, par exemple, dans le bouddhisme, qui serait
une sorte de fraude culturelle pour elle d'aller voir une sorte d'impérialisme culturel, d'aller chercher le bouddhisme alors qu'elle a été élevée dans ce contexte chrétien. Et donc elle a déterminé une terminologie qui lui permet de parler de tout ça, mais c'est pas du tout excluant. Et Dieu se limite pas, comment dire, c'est pas le terme de Dieu n'est pas du tout excluant pour le reste. Chacun peut avoir une énergie ou une force interne et ne pas utiliser le mot de Dieu, par exemple. Par exemple, il y a des athées pour qui ça convient très bien et ils ont parfaitement le droit de vivre dans cette forme d'athéisme sans que ce soit un problème, en fait, a priori. Pour ce qui est du pardon, elle dit qu'en fait, on a du mal à pardonner aux gens leur liberté. Et on oublie bien souvent qu'il y a la volonté propre des hommes. Et quand on aime quelqu'un véritablement, il faut aussi les laisser libres et les libérer quand ils font leur choix pour être eux libres. Est-ce que vous auriez une définition de ce christianisme ésotérique et New Age? How would you define your umbrella cosmology, as you said, when you have the New Arc and New Age Christianity? Like, what does it mean to you? What is it? I wouldn't say that it's Christianity. I think that that is going a little too far, and I don't actually include that much of the Christian cosmology besides the idea of being saved, which exists in a lot of other religions too. But more than that, it's reconciling the way that I was raised, as opposed to feeling bitter and trapped by it. I've decided to incorporate it in a more modern understanding, kind of taking what was good from it and holding on to some of the positive attributes like forgiveness and the idea of being saved and the idea of being humble, and then kind of letting go of all the dogmatic kind of religious terminology. So when you're raised really Christian, you can either go the exact opposite and kind of denounce everything, or you can go through what I did, which is denounce everything, and then kind of slowly over time recognize the fact that I am a spiritual being who's sensitive to kind of spiritual forces, who believes in an energy force similar to God, and that that there are texts and Gnostic Gospels that weren't included in the original Bible that are a little bit more esoteric and New Age, and all about like how the kingdom of heaven is within you and not actually in the sky, and how God isn't like a man. These are all things that were tacked on to the whole concept later. A really good example is in Native Americans. When they were converted to Christianity, there was a lot of reinterpretation of the Gospels, especially the Gospel of John, and it's a good example of like how I feel, where in the beginning was the Word, is the phrase from the Bible. And then John continues to say, and the Word was with God, and the Word was God. But the Native Americans, especially this one preacher whose name I can't remember, but he was like, I think that's when he went too far. In the beginning was the Word, and that's all there is to it. And that is the glimmer of truth that this white man, experienced, and everything that he tacked on after that is just language and technicality. So to me, most of the Bible is just language and technicality, and most of the stories and most of everything involved in that doesn't actually reflect the truth, the essence of what it really meant to set out, or what it's like trying to say. So using the word Christian, like saying that I'm Christian, I'm not. And I don't want to confuse people. So if you could make that extremely clear, that'd be great. Oui, donc en fait, peut-être qu'on pourrait partir d'une partie où elle explique qu'au départ, elle avait le choix de dénoncer en bloc tout ce qui était lié aux religieux, et c'est le choix qu'elle a fait. Puis au fur et à mesure, elle a admis qu'il y avait plein de choses dans son éducation, dans le christianisme, en fait, qui étaient des choses positives. Et donc, elle a réussi à réconcilier son éducation et à incorporer tous les aspects positifs de la religion qu'elle avait connus. C'est comme ça qu'elle arrive à se réconcilier avec tout ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et elle ne voulait pas finalement être amère par rapport à tout ça.
Il fallait juste prendre les aspects positifs et rester humble, par exemple, et donc l'idée d'être sauvé à l'issue de la vie, et laisser de côté tout le côté dogmatique et religieux. Et puis après, il y avait le problème des textes, et notamment le problème de la Bible. Il y a des textes qui ne sont pas dans la Bible et qui lui sont d'une grande aide et qui ont un côté plus ésotérique. Par exemple, certains textes qui vont défendre l'idée que le royaume des cieux n'est pas vraiment dans le ciel, mais qu'il est à l'intérieur de soi. Ça, c'est une idée qui l'intéresse beaucoup. Que Dieu puisse être un homme. Et il y a notamment les étapes où les Amérindiens ont été, on va dire, sont entrés dans la religion chrétienne, en fait, de force, et où ils ont, eux, choisi de garder des éléments personnels dans cette interprétation, et notamment dans l'évangile de Jean, le fait que le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Elle dit là, par exemple, techniquement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il fallait s'arrêter à le Verbe était avec Dieu. Ça allait trop loin dans l'interprétation, ça sert à rien, c'est du verbe, c'est de la technique et ça reflète pas du tout la vérité et l'essence de la religion. Vous faites partie de ceux qu'on peut qualifier d'observateurs de la société, évoquant des thèmes générationnels. Je pense au titre Generation Y, par exemple. On célèbre cette année 40 ans de punk. En quoi voyez-vous la contestation dans la musique aujourd'hui? So you're observing society, if we can judge from the lyrics of your song, you're speaking about generational themes. Today we are celebrating 40 years of punk music. How do you see the place of music and protest today? Like, is it something rebellion, something that's present to you in general? In music? I don't think that it's really that rebellious. I don't think anybody's that rebellious right now. I think that people have become pretty sedate, and a lot of the rebelliousness in music has kind of been squeezed out of it, but also a lot of that rebellion was kind of pointless and ultimately just kind of a culmination of a great style and some really cool ideals, but it didn't come to the political fruition that we had all hoped. I think that there's a lot of good forces in that world, but I just don't think that it translates to the common man as much as we'd like to. I think it stays in that kind of punk world, which is unfortunate that it doesn't have the opportunity to reach more people, because a lot of mainstream music and the radio, especially in America, is kind of on lockdown. Yeah. Oh, sorry, you're not finished. I can. That's pretty much. I mean, I feel like there's also a lot going on in the States right now with protests and a lot of things that might refer to that, scene a little bit, but I'm kind of more partial to this guy, Adam Curtis, who is a documentary filmmaker from the UK, who has a theory about how a lot of that artistic rebellion and the idea of kind of withdrawing from politics in the mid-70s to, create punk and kind of go inward and just create artwork to express your political message, in some ways actually went against what it set out to do, and it kind of created a culture of people not paying attention to what was happening politically, not learning the kind of language they needed to learn to change the laws, but instead create counterculture that kind of subsisted underneath the system but didn't really change it. Ok. Donc il n'y a plus autant de rébellion aujourd'hui, les gens sont assez apathiques, et puis tout ce qui était un petit peu marginal est sorti de la musique. En fait, tout simplement aussi parce que ça sert à rien, et que le punk c'était un genre musical super avec des idées super et des forces et des énergies extrêmement importantes, mais ça s'est arrêté là en fait. Il n'y a pas eu d'étape après politique réelle, parce que tout simplement ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a peut-être un réveil de cette scène, mais elle a aussi écouté beaucoup Adam Curtis, qui est un réalisateur de documentaire britannique, et qui a un peu observé toute cette rébellion pour voir que finalement
le moment où on se retire dans la musique et qu'on ne s'intéresse plus forcément aussi à la politique. Eh bien, tout simplement, ça a lieu parce que les gens ne s'intéressent pas à autre chose que la musique, et ça crée un système un peu de contre-culture qui va évoluer en parallèle du monde, mais qui ne va rien changer. Par le passé, vous avez gravité dans la scène indie noise, vous avez aussi travaillé avec Ariel Pink, vous apparaissez d'ailleurs sur un titre de son dernier album, mais c'est avec Chris Cohen dans son studio à Los Angeles que vous avez coproduit cet album. Pourquoi lui C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà personnellement ou artistiquement via son groupe Dirou ou autre? So you've worked in the indie noise scenes, you've collaborated with Ariel Pink. You have an EP together. It was recently you were on his album, but you've produced that in Chris Cohen's studio in Los Angeles. And why did you choose Chris Cohen? Did you know him personally before and his work with Deerhoff, or what was? Yeah, I met him on a tour on the way to South by Southwest. I was opening up for him in this band called DuckTales, and I really, his set made me cry. I thought it was so beautiful. And at the time, he was playing drums and singing at the same time, kind of like Phil Collins. And I remember thinking that was really different because he was singing these really sad songs just behind the drum kit. And then I got his album Overgrown Path, and I really fell in love with it. And I loved the way the drums sounded. So when it came time to make my record, I was like, what is the one thing I know nothing about if I were to set out to make a record and record? And that's getting a good drum sound and playing drums. So I figured he would be the perfect candidate to co-produce with because he was somebody I knew and a friend. He would kind of let me have, free reign, let me do whatever I want, and then he would come in and kind of fill up the gaps with the lack of knowledge that I, didn't have. So. Donc oui, elle l'a rencontré en tournée pour aller à South by Southwest. DuckTales was your band or his band? DuckTales. DuckTales was 3 bands: his band, DuckTales, and myself. Ah ok. Donc c'était un projet qui s'appelait DuckTales, et donc c'était la première partie, et lui il a fait ce concert où donc il jouait de la batterie et il chantait en même temps, donc un peu à la Phil Collins, sauf que ça n'avait pas du tout le même effet que Phil Collins. C'était très triste notamment, et elle a acheté son album qu'elle a beaucoup écouté, elle a adoré le son de la batterie, et quand elle a enregistré son disque, elle a planifié son album, elle s'est dit mais il y a une chose que je ne sais pas faire, qu'est-ce que ce serait? Et du coup c'était vraiment réfléchir à la place de la batterie, au son de la batterie. Et donc naturellement elle s'est tournée vers lui, et c'était vraiment une expérience tout à fait fantastique puisqu'il était très amical, avec beaucoup de liberté dans le travail de production, et en même temps une aide au moment où on en avait besoin pour aller combler les difficultés. Dernière question. Alors dans le Vogue américain, vous avez donné une interview croisée avec John Cale, l'occasion d'évoquer votre passion commune pour Leonard Cohen, mais aussi votre souhait de travailler avec lui. Est-ce que un projet pourrait voir le jour ultérieurement? Est-ce que vous songez déjà à un 4e album? So you have an interview in Vogue with John Cale. So you talk about how you both love Leonard Cohen and how you'd love to work with him, John Cale, obviously. Is this something that is going to happen? And yeah, I might sing on a recording of his soon. We're working it out. And one song? Or? Yeah, I think so. I don't really know. His people reached out to my people about doing something. So it's all in the very, it's in its infancy. I'm not sure what it can turn into, but we'll see. It's going to happen though. Alors oui, probablement, il y aurait une chanson qui pourrait être produite où elle chanterait sur son album. Il y a eu des contacts entre les différents managements, mais pour l'instant c'est vraiment toute première étape. Et un 4e album, peut-être? And are you thinking already about your next album? Yes, I've been writing it and working are you with playing some new songs other people. I'm not on this tour. No, Okay. just playing the record on this tour. But I'm touring a lot in the fall, and I'm going to be playing a lot of new material then. Ok, donc oui, il y a beaucoup des chansons qui sont en train d'être écrites. Pas de nouveaux morceaux sur cette tournée-là, mais tournée en automne avec les nouvelles chansons qui vont être essayées sur scène avant d'être enregistrées.